Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, Medtronic ne représente peut-être pas une opportunité d'investement, mais que sous certaines conditions, on aura peut-être un résultat différent. Donc ici, c'est vraiment du 50-50, d'accord? Donc avant de commencer, prenez cette entreprise-ci, mettez-la dans votre watchlist parce que c'est une entreprise extraordinaire. Elle a un pricing power certain et vous allez voir ici avec les chiffres que c'est tout simplement une entreprise de qualité. Également, c'est uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, vous savez qu'ici, quand on travaille uniquement ici, quand on recherche la valorisation d'une entreprise, on essaie ici de travailler avec à peu près on recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, tous les éléments qui sont présentement ici devant vous au niveau de la croissance du revenu, etc. C'est unique, c'est exactement ce que je recherche, c'est exactement ce que notre compagnie a pu fournir. Donc, revenu est de 32 milliards, la croissance du revenu, je vous dis pourquoi est-ce que je n'ai rien marqué. Le free cash flow est de 20%, le PR moyen est de 20, 22, 25, je vous dirai également pourquoi. La dette nette, je ne vous l'ai pas encore marqué, mais je vous dis exactement ce qu'on trouve ici. Donc, au niveau du revenu, pourquoi est-ce que je prends 32 milliards ici? Donc, premièrement, quand j'arrive ici sur Medtronic, avant de commencer, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est un fabricant d'appareils ou bien d'instruments pour le secteur de la médecine. Donc, à peu près, elle peut avoir, par exemple, elle a elle fait des pacemakers, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller voir directement sur le site web de l'entreprise afin de voir à peu près ce qu'elle fait, mais elle exerce dans le secteur médical uniquement au niveau des appareils. Donc, quand on va ici au niveau de l'entreprise, au niveau des revenus, si vous pouvez constater que nous avons une croissance des revenus ici, donc de 2007 à aujourd'hui, on a à peu près 32 milliards ici en date d'aujourd'hui. Quand on va regarder à ces niveaux-ci, vous pouvez constater que c'est une croissance assez certaine dans le temps. Donc le volume est assez élevé, mais la question que vous devez généralement vous poser, c'est de savoir quelle est la croissance, si elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou bien c'est de manière organique? Je peux déjà vous dire ici que c'est par acquisition et un tout petit peu de manière organique. D'accord? D'ici à là, c'est de manière organique, mais ici, c'est par acquisition parce qu'on ne bondit pas comme ça en une journée, en un an. D'accord? C'est généralement une croissance ici par acquisition. Vous voyez que depuis qu'elle a fait l'acquisition, ça stagne. Donc, pourquoi est-ce que je sais que c'est par acquisition? Quand je vais juste taper ici acquisition dans ce logiciel, si ça me pourra me montrer ici quelles sont les différentes acquisitions qu'elle a eu à faire par le passé, vous allez remarquer qu'après une grosse acquisition, on a une grosse variation ici, d'accord? Quand c'est à ce niveau-ci, ça veut dire qu'elle a vendu un segment de son activité. Donc, ici, on voit que c'est une croissance mixte, d'accord? Donc, maintenant, au niveau du revenu, ça nous donne combien en date d'aujourd'hui? Le management s'attend à peu près à avoir des revenus de 32 milliards cette année-ci. Les analystes également s'attendent à avoir des revenus de 32 milliards à peu près à la fin de cette année. Quand je dis la fin de cette année, c'est 2023 parce que son année se termine généralement au mois d'avril de chaque année. Donc, généralement, quand on dit l'année en cours, c'est l'année 2023. Donc, d'ici 2020, on est déjà sur l'année 2023 pour cette entreprise-ci parce qu'elle a prévu ses résultats au mois d'avril. Donc, 32 milliards. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai marqué 32 milliards. OK? Donc, au niveau de la croissance des revenus, ici, j'ai marqué zéro parce qu'en fait, vous allez voir une chose. C'est une entreprise qui a fait une acquisition aux alentours de 2016. On a bondi de 42% ici. Si je regarde ici la moyenne en termes sur les 10 dernières années, je veux prendre 6%, 5 dernières années 1% et 3 dernières années 1%. Vous pouvez constater ici qu'il y a ici une acquisition en 2016, 2017 3%, 2018 0,82%, 2019 2%, et ici, 2020, moins 5%. Qu'est-ce que je dois prendre en réalité? Après 2020, on a à peu près une croissance de 4% en 2021, 5% en 2022. Et ici, depuis, sur le dernier trimestre, donc sur le quatrième trimestre qui a été publié, donc le résultat financier du quatrième trimestre 2022 ici, vous voyez ici qu'on a une décroissance. Donc, quelle est la croissance que je devrais mettre ici? Moi, personnellement, je vais me protéger. D'accord, je vois ici que c'est une entreprise qui était théoriquement en croissance, même si c'était une croissance assez légère, c'est quelque chose aux alentours de 2%. OK, donc également en sachant qu'elle peut également faire d'autres acquisitions. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui. Donc, je prends 2% de croissance ici, mais dans tous les cas de figure, lisez les rapports financiers que dit l'entreprise par rapport à la croissance future. Donc, les free cash flow ici, j'ai choisi de prendre 20%, parce que quand on va regarder les free cash flow ici au niveau des bénéfices nets, au niveau des marges nettes, ici, vous voyez ici qu'on a des marges nettes de 14% sur les 5 dernières années. Quand je regarde les free cash flow ici, vous voyez qu'on a des free cash flow à peu près de 18% en moyenne, 19-20% par là, d'accord? Donc avant l'acquisition, on avait des marges ici de 24-26%. Donc, on va revenir sur les marges parce que c'est ça qui peut changer notre raisonnement ici. La raison pour laquelle je prends du 20%, c'est ce qu'on peut avoir d'habitude ici en moyenne quand tout va bien. OK? 20% à peu près. OK? Donc, quand je prends 20% ici, c'est parce que tout a été vérifié. D'accord? Au niveau des PER moyens, vous voyez que les PER qu'on paye généralement ici sont aux alentours de voilà, 25, 30 fois les bénéfices par là. Donc, moi, je ne paye jamais 30 fois les bénéfices pour quoi que ce soit. D'accord? Donc, je mets toujours 20, 22, 25. OK? Donc, 20, 22, 25 également par rapport à son industrie. Je sais que c'est une entreprise qui a généralement des PER élevés. Attention également à la période actuelle. Quand les taux d'intérêt augmentent,
les multiples ont tendance à diminuer. Donc, on peut avoir des multiples qui diminuent. Donc, il faut faire attention. Donc, 20, 22, 25, ce n'est pas parce que je prends 25 que le marché doit payer 25. Ça dépend des taux d'intérêt toujours. D'accord? Donc, ici, je prendrai 20, 22, 25 avec une préférence pour 20 fois les bénéfices pour essayer de me protéger au maximum. OK? Donc, au niveau de la dette nette ici, si vous allez sur Yahoo Finance, vous allez trouver quelle information? Donc, sur Yahoo Finance ici, vous allez voir que l'entreprise va vous mentionner, enfin, Yahoo Finance vous mentionne que sur le dernier trimestre ici, nous avons une dette nette de combien? Donc, nous avons une dette nette de 20 milliards. Mais je ne suis pas d'accord avec ce calcul. Parce que quand moi, je vais vérifier les rapports financiers ici, quand j'essaie de reconstruire la dette nette, donc la dette nette ici, vous allez faire 20 milliards 300 plus 3 milliards 700, ça donne à peu près quelque chose comme 24 milliards. Donc, quand vous prenez 24 milliards moins 6 milliards 800 ici, moins le 3 milliards ici, donc ça fait à peu près 24 milliards, moins à peu près 10 milliards par là. Donc ça fait à peu près 14 milliards ou bien 13 milliards et poussière. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde sur ce logiciel-ci, le 13 milliards ici, c'est la dette nette. 13 milliards 700, on va se dire comme ça, c'est la dette nette. Donc 13,7. OK. La qualité de dividende, on va y revenir, d'accord? On peut déjà dire ici que ça, c'est une entreprise qui paie à peu près un dividende de 2,88% en date d'aujourd'hui. Et ce dividende-là est croissant depuis plusieurs années. Donc, la façon dont on paye le dividende ici, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas parce qu'on verse un dividende depuis 22 ans que ça va continuer pour les 22 prochaines années. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les free cash flow sont stables. D'accord? Et s'il y a de grandes chances que ces free cash flows soient stables dans les années à venir. C'est ce qui m'intéresse. Parce que je sais que si on a des free cash flows, on va payer la dette. Et si les free cash flows ici représentent un ratio plus élevé que la dette, que le dividende qu'on paye ici aujourd'hui, il y aura de grandes chances qu'on continue à payer un dividende au moins équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça le plus important. Donc, quand on voit ici, on voit que le dividende est croissant depuis plusieurs années. Il a drastiquement augmenté à partir de 2016, donc après l'acquisition. D'accord? En date d'aujourd'hui, il est peut-être aux alentours de 3 milliards 400, au dividende global, hein, 3 milliards 400 par là. Peut-être qu'il va également augmenter cette année-ci. Donc, quand on va ici au niveau de nos calculs, qu'est-ce que ça va nous donner? 20% de 32 milliards, ça donne combien? 20% de 32 milliards ici, ça donne 6 milliards 400. 6 milliards 400. 6 milliards 400 ici. Donc ici c'est PER, ici c'est free cash flow, ici c'est PER. On a pris les PER de 20, d'accord, 22, d'accord, et 25, d'accord. Donc 20 fois les bénéfices pour 6 milliards 400 moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 86 dollars l'action. Donc en passant la dette nette ici, le nombre d'actions ici c'est 1 milliard 329 ou 1 milliard 328 parce qu'elle rachète également ses actions. Donc ça fait ici 86 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, 95 dollars l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 110 dollars l'action. OK? Donc vous voyez qu'on n'a peut-être pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que moi je me situe à 20 fois les bénéfices. OK? Je ne veux pas chercher à payer 22, 25 fois les bénéfices alors que je sais qu'on va dans une période où les taux d'intérêt seront de plus en plus élevés. Ne vous inquiétez pas, les taux d'intérêt vont encore augmenter et c'est un peu comme une balance. Quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples ont tendance à diminuer. OK, les multiples que le marché paye jamais ont tendance à diminuer parce que je vous ai toujours dit que les multiples, en fait, les PER, ce sont des rendements. Un PER de 25, c'est un rendement de 4%. Un PER de 22, c'est quelque chose comme 5,88% par là. Un PER de 20, c'est quelque chose, enfin, est-ce que c'est quelque chose comme 4,88%? On va faire simple, hein, on va faire 100 divisé par 22, c'est un rendement de 4,54%. C'est moi qui dis des bêtises. Et un PER de 20 ici, c'est un rendement de 5%. OK? Donc, si on a des taux d'intérêt je prends un exemple, hein, si on a des taux d'intérêt de 5%, excusez-moi, on n'aura jamais des PER de 25 fois les bénéfices. Jamais de la vie. 25 fois les bénéfices, non. Donc, on aura par exemple des PER de 17 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices par là. Pour avoir 25 fois les bénéfices, il faut que l'entreprise ait une croissance exagérée. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 20 fois les bénéfices ici. J'essaie de me protéger. Si vous êtes trop optimiste, parce que c'est une entreprise de qualité, choisissez d'aller à 25. Moi, je veux me protéger au maximum. Ce qui veut dire que si moi, je veux acheter cette entreprise en date d'aujourd'hui, je vais l'acheter je demande toujours une décote au moins de 50%. Donc, je vais l'acheter aux alentours de 55 dollars l'action. Peut-être que c'est assez utopique de dire 55 dollars l'action, mais je veux me protéger au maximum. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de payer la qualité à un très bon prix, d'accord, pour essayer de me protéger au maximum. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si c'est une entreprise de qualité, je ne poursuis pas la qualité, en fait. Je l'attends sur place à mon prix. Si elle ne rejoint pas mon prix, c'est mon niveau, c'est la discipline que je m'impose, je ne l'achète juste pas. OK? Mais il y a quelque chose qui va changer. Ici, quand vous lisez les rapports financiers ici, vous avez une entreprise ici qui dit ceci. Quand l'entreprise estime les revenus de l'année prochaine, enfin les marges de l'année prochaine, ça donne à peu près des marges de 23%.
Ils attendent à peu près un revenu de 7 milliards, des marges de free cash flow à peu près, ici de 7 milliards 583. Ça, c'est ce qu'ils attendent. OK? Donc, ça représente à peu près 23% de leur revenu, à peu près. Si on calcule à peu près 23,4 ou bien 24% par là. D'accord? Donc, ça veut dire que si l'entreprise s'attend à avoir des marges de 24%, ça, c'est avec beaucoup de massage. Parce qu'ils disent ici, pour ce 24%, ici, on réduit, on prend en considération les amortissements, on prend en considération la restructuration, les différents procès en cours, les différentes acquisitions, voilà, les différents. Il y a beaucoup d'éléments qui prennent en considération ici en termes d'ajustement. Donc, ça leur donne à peu près un rendement de 24% par là. OK? Donc, si on a des marges de free cash flow de 24%, je vais refaire le calcul ici, mais de manière manuelle ici. Donc, si on prend 32 milliards, 24% de 32 milliards, ça donne combien? Ça donne à peu près 7 milliards 668. OK? 7 milliards 668 ici, je mets juste directement à ce niveau, 7 milliards 668, c'est bien ce qu'on a ici. Oui, 7 milliards, excusez-moi, 7 milliards 680 plutôt. 7 milliards 680. 7 milliards 680. 7, 6, 8, 0. Fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, on aura à peu près 144 dollars l'action, donc une décote de 52%. Comme je vous l'ai dit ici, moi je peux faire payer 20 fois les bénéfices. Vous voyez, à 20 fois les bénéfices, on aura à peu près une valorisation de 105 dollars, une décote de 19%. OK? Donc maintenant, c'est à vous de savoir où est-ce que vous allez vous situer. Moi, personnellement, je n'achèterai pas cette entreprise, même si là, on trouve que c'est une valeur à peu près de 134 dollars ici, je vais demander au moins un prix aux alentours de 70 dollars par là. D'accord? J'essaye toujours de me protéger par rapport à ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, c'est pour ça que je ne paye pas un prix aussi élevé à la fin de la journée. Donc, pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais ceci reste uniquement mon avis. OK? Ça reste une belle entreprise. Ça ne veut pas dire que si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, vous allez forcément payer de l'argent. Le prix est juste correct. Voilà. Le prix, la valeur pourrait être bien plus élevée, mais ça prend en considération sous certaines conditions. Et on n'a même pas encore pris la considération la croissance. S'il y a une croissance ici, qu'elle soit par acquisition de manière organique, le prix pourrait être plus élevé que ça. Donc, je pense que c'est un dossier qui mérite d'être creusé amplement, OK? Parce que le prix actuel n'est pas mauvais, mais ça dépend de certaines conditions pour avoir une valeur assez élevée. Et actuellement, elle a les moyens. Elle a vraiment les moyens d'avoir, elle a un pricing power certain, elle a les moyens d'avoir à peu près d'atteindre cette valeur de près de 130 dollars ici. Et n'oubliez pas qu'ici, on prend toujours en considération la dette. Parce que si je ne prends pas en considération la dette, la valorisation peut être plus élevée que ça. Parce qu'ici, j'enlève déjà un près de 13 milliards ici. Donc, si je ne prends pas en considération la dette, admettons qu'elle arrive à avoir les 24% ici. Si je ne prends pas en considération la dette, ça nous revient ici à peu près une valorisation aux alentours de 144 dollars l'action. Donc, protégeons-nous au maximum. D'accord? Moi, idéalement, je pense que c'est une entreprise qui pourrait s'échanger aux alentours de 100 dollars l'action, 110 dollars l'action par là. Donc, si c'est à ce niveau-là, je vais essayer de l'acheter à un niveau assez, voilà, quelque chose qui serait aux alentours de, disons, 68, 70 dollars l'action par là. OK? Donc, au prix actuel, on ne surpaye pas. D'accord? La valeur ici va dépendre de l'augmentation des marges. Ça va également dépendre de la croissance. OK? Moi, je me suis protégé en prenant des marges qu'on a eu l'habitude d'avoir sur une longue période de temps, au moins depuis 2016 par là. OK? Donc, maintenant, ça va dépendre du futur, ça va dépendre de la taille du marché, etc. Donc, au niveau du dividende, ici, nous avons une entreprise qui a à peu près une capacité de 6 milliards 400 en termes de free cash flow. Elle vous reverse un dividende ici qui est de l'ordre à peu près d'un montant de 3 milliards et poussière. Donc, si vous reversez à peu près la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes, quel est le rendement qu'on allait avoir? Je prends ici 6 milliards 400 moins 118 milliards ici 400. D'accord? Donc, on fait ici 118.4. Ça revient ici à combien? Ça revient ici, oh, ça me prend ici, je prends 6.4, d'accord, divisé par 118.4, ça revient ici à un rendement de 5,4%. Donc, si elle reverse la totalité des free cash flow actuels en termes de dividendes, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 5,4%. Maintenant, si elle a des marges supplémentaires, si les marges augmentent, etc., admettons qu'on se retrouve à peu près à des marges de 24% ici. Donc, on va se dire ici que ça pourrait représenter un rendement de combien par rapport au prix d'acquisition actuel? Ça représente un rendement à peu près de 6,5%. Donc, faites attention, moi, j'essaye de me protéger ici au maximum. Donc, je préfère me tromper tout en étant conservateur, ok? Je n'ai pas envie d'être trop optimiste et me tromper parce que j'ai été trop optimiste. Je vais être conservateur. Donc, je me dis ici qu'une valorisation aux alentours de 100 dollars pourrait être correcte ici, d'accord? Et ici, le prix d'acquisition idéal serait aux alentours de 70 dollars pour moi, 70 dollars par là, d'accord? 70, 60 dollars par là, ok? Donc, ça, c'est mon prix.
D'accord? Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis totalement différent. Mais c'est une putain de bonne entreprise. Excusez-moi. C'est une belle entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist, n'importe quel portefeuille. Si vous pouvez l'acheter à un bon prix, c'est l'essentiel. Donc ici, le dividende ici ne sera que croissant à la fin de la journée. Elle a les moyens de pouvoir repayer sa dette ici. Donc je ne m'inquiète pas pour l'avenir de cette compagnie ici. Donc ici, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Medtronic, ici, c'est une belle entreprise. Le prix actuel est peut-être correct pour un investissement à long terme, mais on ne s'attend pas à un rendement waouh waouh. Sauf si certaines conditions sont réunies et vous savez lesquelles. D'accord? Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.